cette mission-là, elle a pour objectif d'aller capter ça, c'est-à-dire d'aller recueillir des races dans tous les espaces qui vont être explorés, qui vont être parcourus, et de ramener cette matière dans les musées à Paris pour les chercheurs. Et la réunion, elle est en lien avec les muséums, et donc du coup, vous avez sans doute une porte ouverte qui est possible à ce moment-là et qui fait que vous n'allez pas voler les crânes comme vous le feriez en Afrique dans des tombes, etc. Mais là, vous avez la possibilité d'avoir des prélèvements qui sont faits sur les morts, quoi. Laurent Hoareau, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes historien. Oui. Spécialiste d'une période? Alors oui, moi ma spécialité c'est le Second Empire. Donc en gros je travaille sur la période qui va des années 1852 à 1870 à La Réunion, avec un champ plutôt sur l'histoire urbaine. Mais on étudie souvent les périodes connexes, c'est-à-dire un peu la révolution de 1830 si on doit remonter un peu avant, et puis globalement on va souvent jusqu'à la limite de la Première Guerre mondiale, quoi. Voilà. D'accord, donc il se trouve que là on va parler de quelque chose qui s'est passé en 1840, qui est le passage de l'astrolabe et de la zélée à La Réunion, et pendant laquelle le néphrologue, c'est ça, Dumoutier a réalisé des prélèvements de crânes d'esclaves à l'hôpital de Saint-Denis, et on a réalisé le buste, et ces crânes ont été retrouvés, redécouverts, ils n'ont jamais été cachés, mais disons que Clara Boyer-Rossol, l'historienne, les a remis un peu à l'ordre du jour. Et ma première question, c'est que vous inspire cette découverte? Alors en fait, au niveau de La Réunion, ça amène d'abord des éléments qui sont des éléments visuels, c'est-à-dire on a des photographies d'esclaves d'après 48. Souvent, c'est la mention d'ailleurs, elle est écrite comme ça. Françoise, esclave d'avant 48. Voilà. Donc on a des portraits. Mais là, pour le coup, c'est une autre forme d'image qui peut être associée en fait à ces groupes d'esclaves et qui, notamment dans le cadre de ces découvertes-là, marque aussi des liens où on s'aperçoit qu'on a encore à ce moment-là des traites négrières qui arrivent d'Afrique, du Mozambique, de la Tanzanie, qui arrivent à La Réunion, et donc dans les groupes de bustes ou de crânes qui ont été retrouvés, on a un peu ce mélange de populations africaines qui se retrouvent ici. Voilà. Et donc ça raconte aussi une sorte de continuation de la traite négrière et ça nous repose aussi dans le lien avec les pays d'origine pour nous. Et on ne peut pas ne pas faire le lien avec l'exposition qu'il y a eu quelques mois plus tôt, qui était des bustes, cette fois-ci de Froberville, de Maurice. Est-ce que d'ailleurs la tradition de faire des bustes d'esclaves ou de captifs, parce qu'à Maurice ils étaient plus esclaves et que c'était déjà aboli, est quelque chose qui était connu notamment pour l'île de La Réunion? Non, on a eu en fait dans ces schémas de découverte de photographie, on a eu dans peut-être un peu la même approche. On avait eu les images, les photographies anthropométriques qui avaient été découvertes dans les années 90, qui avait été réalisé par Désiré Charnay. On était dans le cadre d'une expédition vers Madagascar, mais où Charnay s'était retrouvé à La Réunion. Et on avait une matière première qui était un peu des planches qui permettaient de faire des profils anthropométriques, quoi. Donc on était dans la même logique, c'est-à-dire mesurer les crânes, exposer, voir les profils, voir les tailles, etc. Donc documenter une forme de racialisation. Donc ça c'est un peu la matière qu'on avait qui se rapprocherait un peu de cette démarche-là. Froberville, ça change quand même beaucoup la donne. C'est-à-dire que ça amène quelque chose qui est complètement nouveau dans le paysage réunionnais. C'est que, en fait, les carnets, les éléments qu'elle retrouve, ça constitue une sorte de chaînon manquant dans ce qu'on a, de ce qu'on sait sur l'histoire de Saint-Denis. Elle va aller le Froberville va aller dans une famille qui est importante à Saint-Denis, qui sont les Laurie, qui sont des propriétaires terriens qui viennent de Maurice, qui sont installés à La Réunion, qui vont acheter la propriété du Chaudron, donc c'est quelque chose d'important, et plusieurs propriétés entre le Chaudron et Deux Canons. Voilà. Et donc on aura en fait
un groupement important de cette famille qui va petit à petit arriver à La Réunion et s'installer. Donc il y a un transfert de Maurice vers La Réunion, et puis un enracinement. Voilà. Le domaine du Chaudron qui est à côté du stade, là, vers la Jamaïque, c'était la famille. Oui, tout à fait. Voilà. Donc les Lauris sont propriétaires de cet espace-là. Sur une propriété qui regroupe à peu près entre 300 et 400 esclaves, c'est-à-dire qu'on est sur des niveaux d'esclavisés qui correspondraient au domaine de Villèle, quoi. Voilà, on est dans les mêmes rapports si on devait essayer de comparer un peu les deux groupes. Voilà. Et qu'est-ce que ça change, enfin qu'est-ce que ça amène comme truc, c'est que Froberville, d'abord, il va étudier il montre qu'on a des populations qui viennent du Mozambique. Donc en fait, il y a un travail qui est intéressant parce que ça nous permet de voir effectivement qu'il y a une continuation des captures, etc. Voilà, et ça peut même permettre de localiser un peu plus finement les origines. Donc ça nous donne quelque chose d'intéressant. Voilà, on a ce premier contexte-là qu'elle amène et qui permet, qui est presque, je dirais, presque une révolution dans l'histoire de l'esclavage à La Réunion. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui était complètement inédit dans la proposition. Ça éclaire plein de champs. Froberville, il réalise un dictionnaire maquois, français, voilà. Et dans les écrits qu'on a, qui ont été réédités récemment, Lauger par exemple, lui, il produit des textes en maquois. Donc c'est interrogé sur l'origine, comment lui il a ce truc-là. L'objet c'est quoi? Voilà. Peut-être qu'on doit en profiter pour... Alors en fait c'est un bouquin qui a été réédité par la bibliothèque départementale et qui remet en lumière en fait des textes un peu anciens, oubliés, presque disparus, quoi, voilà, et donc qui permettent de redonner quelque chose, voilà, et donc c'était des nouvelles qui étaient publiées, donc là ça s'appelle Loisirs. Oui. Voilà, et donc c'est un ensemble de textes en fait. Souvent. C'est de la fiction ou alors c'est à moitié. Alors ça plonge dans le local. C'est quand même de la fiction, mais ça plonge quand même dans le local sur sans doute des récits de marronnage un peu, de révolte d'esclaves, de la peur de conflits d'esclaves qui viendraient tuer les Blancs. Certaines nouvelles sont publiées dans la presse sous forme d'épisodes et donc sont réunies un peu comme le faisaient les auteurs en métropole, sont réunis après pour constituer le bouquin. Donc voilà, il y a des éléments qui sont intéressants et du coup on peut mettre ça en connexion, c'est-à-dire le fait qu'on ait des esclaves du Mozambique qui sont installés ici, qu'on ait des gens qui viennent les voir, que ces esclaves arrivent à parler deux langues. Ils ont appris le créole et ils maîtrisent encore leur langue d'origine. Et qu'une partie de la population, finalement, capte ce récit-là pour donner une forme de véracité au contenu qu'ils proposent. Donc là, le premier élément qu'elle amène, c'est ça, c'est qu'elle comble déjà, elle met en liaison en fait le travail de Froberville avec les publications qui sont réalisées à La Réunion, quoi. Voilà. Lauger, c'était un chroniqueur, voilà. Un journaliste. Oui, il arrive à La Réunion en 1839, donc on est dans le bain de notre époque là, quoi. Voilà, donc il est dans la période des Lauris, il est dans la période du Moutier, donc on est vraiment dans quelque chose qui est vraiment interconnecté enfin qu'il faut aujourd'hui interconnecter, c'est-à-dire qu'on peut mettre des sources bout à bout. Voilà. Et il raconte l'histoire un peu de la société réunionnaise à cette époque. C'est des chroniques, ouais. En fait, c'est des chroniques qui doivent servir un peu de divertissement à la société locale. Donc, on a c'est des petites nouvelles, quoi, qui sont rassemblées, voilà, et qui permettent qui dessinent quelque part là-dedans, un peu en trame, des éléments de la vie réunionnaise, quoi. Voilà. Donc ça, c'est intéressant parce que on avait l'habitude d'avoir des chroniques de voyageurs pendant très longtemps. On a eu des éditions autour de cette thématique-là. Et là, en fait, on s'aperçoit que on peut continuer ce travail-là et on a d'autres écrits. Voilà. Et peut-être que de Froberville, lui, il a le point de vue d'un journaliste blanc de l'époque. Oui. De Froberville aussi, il vient d'une famille aristocratique, mais peut-être que sa particularité, c'est qu'il va aller dialoguer avec l'esclave. Oui. On n'est plus dans la mesure anthropométrique racialiste pure. On est d'accord, oui, tout à fait. On s'intéresse à sa culture, à sa langue. Il y a un côté ethnographique, et dans le sens où il reconstitue un peu les récits de vie. On a aussi quelque chose qui est important dans la production. Il fait des dessins, notamment des ronds, nous ce qu'on appelle en créole le rond, c'est-à-dire les danses qui sont exécutées par les esclaves dans des temps où ils sont un peu libres, quoi, voilà.
Et en fait, on a deux images. L'ancêtre du Maloya, quoi, cette danse. Oui, on serait un peu là-dedans, on serait un peu dans ce début-là, c'est-à-dire qu'on serait dans quelque chose dont on n'a pas le son, dont on a les images, voilà, mais dont on ne sait pas si le Maloya est le rythme, mais qui serait sans doute dans l'ancestralité, qui participerait à cette construction du Maloya à La Réunion. Et en fait, on a deux images qui sont intéressantes. On a le bal des Noirs, la danse des Noirs, pardon, sur la place du gouvernement, qui est réalisée par Potémon, et donc qui représente ce qui se passe en 1848 à l'abolition. Et on a une autre scène qui est réalisée en fait à côté de la Cité des Arts. On est dans la zone du Bagnan, voilà, et qui s'appelle la danse des Noirs, voilà. Et puis qu'il y avait un débarcadère là. Alors, il y avait un débarcadère de l'autre côté, mais on est surtout dans le prolongement de la propriété des Lauris. Voilà, donc on a le lien, voilà. Et en fait, les dessins qui sont réalisés par Potémon dans un premier temps, copiés par Roussin après, ils sont très généraux. On voit des personnages qui reviennent, voilà, mais du coup, il nous manque un peu de détails. Et dans les carnets qui sont découverts pour Fauberville, en fait, on a du détail, c'est-à-dire que lui, il redescend à un niveau plus fin et il documente chacun des joueurs de musique, les costumes qu'ils portent, les vêtements qu'ils portent, etc., les instruments qu'ils jouent, etc. Donc, on n'est pas sur un trait idéal, très précis, c'est du croquis, mais c'est déjà beaucoup plus détaillé que ce que nous laissait Potémon ou Roussin. Donc, quand je vous dis que c'est le chaînon manquant, c'est ça, c'est le chaînon manquant d'un point de vue des textes qui sont produits, d'un point de vue des images qui restent, et ça nous permet en fait du coup de mieux comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire à la fois l'origine des danseurs, l'origine des groupes qui dansent, etc. Donc on a quelque chose qui est très détaillé, ça nous permet vraiment de combler en fait deux types d'images, 1848 qu'on avait et 1860 qui sont réalisés de l'autre côté, et puis là au milieu on a ça. Voilà, donc on a ce truc-là, et ça je trouve quand même que c'est très fort, c'est-à-dire de pouvoir amener ces documents-là et qui nous racontent un autre bout, voilà, comme si on avait un segment, nous on avait fait la passerelle, quoi. Et puis ça redonne de l'épaisseur un peu au trait, quoi, qui est entre les deux, quoi. Voilà. Et vous disiez qu'à un moment donné va arriver la photo. Oui. Elle arrive après l'abolition. Oui, on a déjà, en fait c'est assez rapide, c'est-à-dire qu'on a déjà des images dans la dizaine d'années après l'abolition, qui sont... avec deux mécanismes. On a par exemple un des photographes connus qui fera beaucoup de portraits d'esclaves, c'est Constant Azéma, qui lui en fait réalise il a un studio, voilà, et des photos de libérés, des photos libérées, exactement, voilà, mais il documente pareil, c'est-à-dire qu'il dit derrière, voilà. Alors souvent ça peut être aussi des commandes, c'est-à-dire des commandes de musées qui sont envoyées en métropole, etc. Des commandes pour des collectionneurs, pour des professeurs d'université de l'époque, enfin de chercheurs en tout cas, voilà. Donc il répond quand même à des commandes, mais il puise dans les gens qui sont à côté de lui, c'est-à-dire qu'il va puiser à la fois dans les musiciens de rue. Donc on a Jaco Mayako qui est photographié à plusieurs périodes de sa vie comme ça, quoi, voilà. Et on a aussi des femmes esclaves, servantes, des matrones qui sont photographiées. Donc on a quelque chose qui est assez intéressant. Et donc on a une sorte de petite matière, voilà, qu'on peut aujourd'hui remettre un peu en liaison, hein, c'est-à-dire que dans la même époque, en tout cas, cohabitaient sans doute des formes de captation différentes, des dessins qui amènent à la lithographie, de la photographie, des bustes, voilà, des portraits anthropométriques un peu plus tard, voilà. Donc on a finalement une densité d'informations qui est nouvelle et qu'il faut regarder aussi un peu comme des sources nouvelles qui interrogent la question de l'esclavage à La Réunion. Ces photographies-là, elles sont visibles par le public ? Oui, elles sont visibles sur les sites de l'Iconothèque. Donc en fait, l'Iconothèque en fait on a pratiquement un peu plus de 40 000 images, je pense actuellement, qui sont scannées, qui viennent des fonds qui sont disponibles aux archives départementales, au Muséum d'histoire naturelle, au musée Léon Dierx, au Madois, etc. Et donc, et pour la première fois, vous pouvez chercher par mots-clés. Vous avez, alors,
souvent l'équipe de l'Iconothèque a déjà identifié le photographe ou la provenance du fond. Voilà, donc du coup on a déjà l'entrée par photographe, mais aussi on a l'entrée par période, par matière, enfin par légende, quoi, esclave, etc. Voilà, donc il y a c'est vraiment, c'est presque, je dis ça souvent, mais c'est le premier index qu'on a où on peut chercher par mots-clés dans les archives de la Réunion. Voilà, c'est-à-dire quand vous allez aux archives départementales, vous ne pouvez pas le faire. Il faut savoir comment fonctionnent les archives pour chercher. Là, vous avez un mot-clé et vous pouvez avoir des images qui correspondent aux périodes. Voilà. On est en train de reconstituer un peu l'album de famille. Oui. On arrive donc avant 1848. On a vu que de Froberville, il avait une approche ethnologique, où il va s'intéresser aux gens, à leur vie, à leur culture. Quand on revient en revanche au passage de Dumoutier, c'est une approche différente, même choquante, gênante, qui est clairement racialiste. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce moment de 1840 ? Comment est la Réunion en 1840 ? Pourquoi l'hôpital fournit à Dumoutier des crânes ? Qu'est-ce qui rend possible tout ça ? En fait, on est dans un contexte aussi de recherche, c'est-à-dire, c'est une expédition scientifique au sens de la science de cette époque-là. C'est-à-dire que on est avec des concepts raciaux qui sont en train de se construire, qui vont se construire jusqu'à la fin du 19e, encore après. Voilà. Et donc, il se passe quelque chose de particulier à ce moment-là, où cette mission-là, elle a pour objectif d'aller capter ça, c'est-à-dire d'aller recueillir des races dans tous les espaces qui vont être explorés, qui vont être parcourus, et de ramener cette matière dans les musées à Paris pour les chercheurs. Donc, dans ces équipes, on a des méthodes qui sont qu'on va retrouver souvent dans tout le 19e, y compris d'autres pays, où on a en Allemagne par exemple le fait d'aller chercher des crânes dans les tombes, c'est-à-dire pour étudier l'évolution de l'homme. Et une forme de génotype, on va essayer de comparer en puisant vraiment dans les tombes anciennes pour aller jusqu'à l'Africain d'aujourd'hui, ou l'Africain de cette époque, donc voir comment ces éléments-là évoluent. Donc on sait qu'il y avait cette matière-là, il y avait cette méthode-là. Voilà. Cette méthode, on la retrouve dans les musées en France. Voilà. Elles sont connues parce qu'il y a quelques années, c'était François Hollande qui était président de la République, il y avait les crânes Maoïs qui avaient été rendus, parce que pareil, ils se sont retrouvés disséminés dans plusieurs musées. Voilà, donc et donc il y a eu un processus de restitution, voilà. Et donc finalement, on s'aperçoit que on n'avait pas regardé suffisamment finalement les fiches d'inventaire des musées, ou alors comme souvent, on s'était dit, on avait classé un peu Océanie, Afrique, on avait fait des grandes étiquettes, et finalement quand on regarde la fiche d'inventaire, on est un peu plus fin et on peut s'apercevoir de ça, qu'effectivement il y avait des prélèvements de ce type-là à La Réunion. Alors qu'est-ce qui permet ça à La Réunion ? Ça, c'est plus compliqué. C'est-à-dire la réponse, elle est plus difficile. Alors, déjà, on est sur des esclaves qui sont décédés. Voilà. Alors, pourquoi vous avez des esclaves qui sont décédés dans un hôpital colonial à cette époque-là ? On a plusieurs entrées possibles. Les marrons qui sont transférés qui ont été blessés en période de marronnage et qui sont ramenés dans l'hôpital, sachant qu'à ce moment-là, quand vous êtes blessé par balle, c'est extrêmement compliqué de guérir. Vous avez des infections, vous avez des os brisés à l'intérieur, donc c'est très difficile de rester vivant. Voilà, donc on a ces cas-là. On a des cas de maladies qui arrivent par les bateaux, y compris dans des bateaux qui arrivent dans des formes de traite négrière, où le bateau est le réceptacle de la maladie, où la maladie se développe d'abord dans le bateau. Donc on peut avoir des esclaves, des gens qui ont été amenés comme esclaves et qui meurent d'épidémies ou de maladies. Voilà. On peut avoir aussi des mauvais traitements. Voilà. Donc ça aussi, ça peut arriver. Donc les trois combinés fait que on a ce petit groupe de population qui se retrouve comme ça, dans une situation
où le nombre est important, hein, je veux dire, trouver 30-40 personnes dont on va faire les masques mortuaires ou récupérer les crânes, c'est quand même énorme, quoi, voilà. Oui. Donc c'est pas rien. Nombre, pour l'instant, on parle de 5-6 crânes, mais si c'était une tradition scientifique de l'époque, on peut imaginer qu'il y en a plusieurs dizaines. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que parce qu'en fait, vous avez les prélèvements qui sont réalisés par les expéditions sont ramenés et sont distribués dans à plusieurs sociétés. C'est les sociétés scientifiques de géographie, d'ethnographie, etc. Et donc, du coup, qui constituent leur propre collection à part entière des prélèvements qui sont amenés par les missions géographiques. Donc, on a quelque chose une systématique, qu'on maîtrise bien. Enfin, c'est un schéma qu'on connaît. Là, pour la première fois, on a la Réunion qui s'intègre dans ce moment-là, autrement que par la photographie, quoi, on va dire, quoi. Voilà. Donc c'est quelque chose sans doute d'un peu particulier. Il y a aussi la coopération des autorités locales. Oui. Voilà. Là, pareil, quand vous arrivez dans le cadre de ces missions scientifiques, la Réunion, elle est en lien avec les muséums, et donc du coup, vous avez sans doute une porte ouverte, qui est possible à ce moment-là et qui fait que vous n'allez pas voler les crânes comme vous le feriez en Afrique dans des tombes, etc. Mais là, vous avez la possibilité d'avoir des prélèvements qui sont faits sur les morts, quoi. Voilà. Clara Boyer-Rossol a donc trouvé des crânes dont on trouve les noms. Oui. Vous pensez qu'il serait possible à un moment donné de les reconnecter à une histoire, tiens, celui-là il est dans un procès de Marron, celui-là il est dans une... Oui, alors c'est possible. Bon, moi dans mon expérience personnelle, je l'ai fait sur 2 esclaves de Saint-Denis, enfin 2 familles d'esclaves de Saint-Denis. On l'a fait pour Toinette Atis-Rilo, qui est une esclave des Loris, et donc on peut suivre le récit depuis les registres de plantation jusqu'à son décès dans la maison des Loris. Donc elle restera comme esclave après l'abolition, et elle meurt en fait dans la 2e maison des Loris, rue du Grand Chemin. Donc on arrive à suivre. Voilà, elle fait partie de ceux que de Froberville avait interviewé. Chronologiquement, elle est trop jeune pour être dans la période de Froberville, mais elle est esclave dite créole, c'est-à-dire qu'elle est née à La Réunion. Donc elle n'est pas ciblée par Froberville. Voilà. Mais par contre, elle est dans le destin commun qu'on a, c'est-à-dire qu'on arrive à suivre les parcours grâce à ça. C'est-à-dire que pour les Loris, on a les registres de plantation. Voilà. On a les registres de plantation, les registres de plantation, c'est pas les registres de plantation, excusez-moi, c'est les recensements de population, et dans les recensements de population, on recense le propriétaire et ses esclaves. On a un petit descriptif, et donc on arrive à suivre. Voilà. Et là-dedans, on peut avoir les esclaves qui sont blessés, les esclaves qui sont pas anti-marron, les esclaves qui sont à l'hôpital, donc c'est noté dedans. Voilà, donc il y a une possibilité de les suivre comme ça. Dans les archives de l'hôpital, on pourrait peut-être trouver, ou c'est non, c'est plus compliqué parce que il y a des sources qu'il faut aussi sans doute dans lesquelles tout bêtement il fallait chercher. C'est aussi le registre de naissance, de mariage et de décès. C'est ce qu'on a fait nous par exemple pour Toinette Atis. Et donc on arrive à la suivre comme ça, et là-dedans, et les gens apparaissent dans les registres de décès. Donc dans la période d'esclavage, vous avez un registre pour les esclaves. Voilà. Donc effectivement, il y a un rapprochement à faire entre les registres de naissance, de mariage, de décès, les registres de recensement de population, et puis les liens qui existent entre les groupes pour comprendre d'où viennent les esclaves. Est-ce qu'ils viennent de traite négrière, etc. Est-ce que ces gars-là, ils étaient armateurs? Est-ce comment on fait pour amener l'esclave à La Réunion? Donc on arrive à suivre. On a la même chose pour une autre famille, les Méranciennes à Saint-Denis. Alors en 1848, donc ils deviennent les Méranciens. C'est-à-dire qu'ils sont les fils de Mérancienne qui est décédée, et donc les deux, l'administration va dire, comme vous êtes 2 garçons, vous appelez les Méranciens, et en fait, une des branches, la branche de Henri Mérancienne, lui va se battre pour que, en fait, on redessine, enfin on réécrive le nom de sa mère. Il ne s'appelle pas Mérancien, il s'appelle Mérancienne, comme sa mère. Donc il y a aussi un process qu'on arrive à suivre dans l'administration, comme ça, de parcours, et puis on a l'abolition.
c'est-à-dire les registres d'affranchissement, où là c'est un peu plus compliqué parce que il peut y avoir les registres suivent pas forcément l'ordre de la plantation, voilà. Mais on sait, on a les inspecteurs du gouvernement, on sait à peu près dans quelle zone ils étaient, on sait que voilà, on peut essayer de faire du recoupement comme ça, et pour Toinette Atis, c'est intéressant puisque son mari Atis, lui, est mauricien. Voilà, il arrive à La Réunion. Il est libéré en 1848, donc il devient Monsieur Atis. Il a son nom de famille, restera, et son prénom devient son nom de famille. Et il décède. Voilà, et elle se remarie avec Monsieur Rilot. Voilà, et Rilot, c'est l'anagramme de Laurie. D'accord. Voilà, donc c'est un esclave aussi de la famille Laurie. Donc on arrive du coup par le nom aussi à essayer à donner un petit peu de cohérence, de suivi, quoi, voilà, Et on arrive à descendre jusqu'aux survivants aujourd'hui, enfin aux descendants en vie aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors moi je l'ai fait pour les mères anciennes, donc on arrive à le faire jusqu'à aujourd'hui. Moi je l'ai fait aussi pour les Holos, les Cavillots, qui sont des Noirs arrivés de Madagascar dans les traites négrières, dont le bateau était capturé, et qui, voilà, donc et une caractéristique qui est intéressante, qui est, je pense, primordiale même pour cette recherche-là, c'est que quand vous avez ce qu'on constate par exemple pour certaines familles, c'est que depuis l'abolition, et même si on remonte avant, ils sont toujours dans le même quartier. C'est-à-dire que par exemple, vous prenez le Chaudron, on peut trouver des dizaines de noms de familles, voilà, qui sont là dans la plantation d'avant 48, qui sont encore là après 48 et qui sont toujours dans le quartier aujourd'hui. Voilà, donc il y a une forme de... Mais c'est quelque chose de commun qu'on voit souvent à La Réunion, c'est-à-dire que les gens se déplacent finalement peu, voilà, et on les retrouve à côté, quoi, voilà. Donc, dans la cour, dans la cour, ils sont restés, voilà, sans doute qu'ils ont travaillé, leurs ancêtres ont travaillé encore un peu pour le propriétaire après 48, et puis ils sont restés là finalement dans cette grande étendue, et finalement quand les terrains ont été vendus dans les années 60, voilà, et quelque part ils sont restés dessus, ils ont intégré la logique du relogement des années 60-64 pour les premiers de logements sociaux. Et donc, une des caractéristiques, c'est ça qui est intéressant, c'est que les gens bougent peu. Donc, on arrive à les suivre et à aller voir le descendant encore aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc, et justement, comment ça se passe? Parce que j'ai en mémoire donc, ce qui s'est passé avec les Lily de Maurice, où Clara Boyer-Rossol allait retrouver les descendants, qui étaient tous très fiers de venir au château de Blois, etc. Elle avait un peu peur au départ de se dire, mais peut-être qu'ils vont trouver que c'est un sacrilège. Oui, tout à fait, alors qu'au contraire, c'est quelque chose qui a été très apprécié par les descendants. Est-ce qu'à La Réunion, une telle histoire pourrait se reproduire, d'aller reconnecter on a progressé, hein. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, c'était plus difficile. C'est-à-dire qu'on était encore dans cette situation où la question d'avoir un ancêtre esclave, c'était de reconnaître une forme de disqualification. Donc il y a eu un moment où les gens ont eu du mal à poser en fait leur ancestralité dans cette logique-là. Là où on a progressé, c'est qu'il y a eu plus de recherches, il y a eu plus de colloques, il y a eu plus d'actions associatives. Il y a un mouvement qui interroge aussi beaucoup plus fortement, d'un point de vue spirituel, la question de l'ancestralité. Les rites afro-malgaches, aujourd'hui, les gens se reconnectent très fortement à la question de l'ancêtre, et donc forcément à votre ancêtre afro-malgache, quoi. Donc on a fait vraiment un bond, quoi. On a fait vraiment une avancée qui est très très forte là-dedans. Malgré ça, il reste encore, c'est encore difficile, hein, ça reste encore des situations, moi pour l'avoir vécu sur des projets de recherche, pour les familles, il y a quelque chose un peu d'abord du conseil familial. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se décident d'abord au sein de la famille, ça permet en fait une forme de moment où les gens se retrouvent, on pose des choses, et on décide finalement, est-ce qu'on veut affronter ça, voilà, ou est-ce qu'on veut l'oublier, voilà. Donc il y a aussi quelque chose qui est particulier dans la fonction qu'a ce moment-là, cette découverte, dans le fait dans l'écho que ça fait dans la famille réunionnaise. Et ça aussi c'est intéressant, ça aussi c'est important. Voilà, donc il faut aussi du temps pour que les gens finalement se disent, ok, le récit m'arrive là. Bon, il est là, maintenant comment je fais pour y aller aussi, comment je fais pour me connecter à ça, et qu'est-ce que ça raconte
de quelqu'un qui était peut-être dans la plantation de mon ancêtre. Voilà, et qu'est-ce que je peux découvrir de nouveau là-dedans? Ouais. Et c'est ce chemin-là qu'il faut construire. Voilà. Et une des voies, c'est la généalogie. Oui. C'est-à-dire, c'est l'outil qu'on peut utiliser pour amener les gens dans cette logique-là, c'est de se dire, voilà, c'est de construire des parcours généalogiques, comme le fait Racine Cave, par exemple, dans ses ateliers, tout ça. C'est d'avoir quelque chose qui permet aux gens de se dire, voilà, ben ouais, c'est là, j'ai mon ancêtre, ok, donc je suis en 1848. Je peux remonter un petit peu avant, on peut remonter au moins jusqu'au XVIIIe siècle pour beaucoup de familles, et on peut remonter pour certains jusqu'au bateau, on a le bateau d'origine, voilà, oui. Donc c'est pas rien non plus, et du coup on peut avoir aussi le pays d'origine. Voilà, donc on a quelque chose qui est d'abord un processus qui concerne les familles, c'est-à-dire ça ne peut être construit que par la famille elle-même. Il faut qu'elle soit acteur de ce processus de mémoire, voilà. Et le rôle de l'historien là-dedans, c'est un peu d'appuyer et de dire, voilà, on peut donner un peu de contexte, voilà, on peut donner un peu de méthode, on peut dire, tiens, ouais, où trouver cette information-là, voilà. Et, mais le volet important, c'est que les familles réunionnaises, elles doivent être acteurs de ce moment-là. Voilà, il faut, pour qu'il y ait une appropriation, il faut qu'elles soient conscientes, je pense, oui, de plus en plus, mais aussi volontaires pour aller dans la démarche. Voilà. Peut-être la période le permet, parce que ces crânes qui ont été arrachés à un moment donné où on était dans un crime contre l'humanité, qui était l'esclavage, qui ont été volés un petit peu aux familles. Oui. Aujourd'hui, on les retrouve. Qu'est-ce qu'on en fait? Ils n'auront évidemment plus le même statut d'objet volé par un crime. Mais comment on se le réapproprie? Alors, ça pose la question effectivement du rapport au corps. Et pour moi, ça réveille une autre question. C'est Gamède, quand Gamède à Saint-Paul tape dans la plage de Saint-Paul, ben là on découvre quand même, alors on estime qu'il y a à peu près 12 000 corps, voilà, sur ce qu'on appellera le cimetière des oubliés, qui est à l'extérieur du cimetière, voilà, qui était un bout du cimetière finalement d'ensemble, quoi, voilà. Donc on recomprend voilà, le schéma global. Et puis, ben, quel protocole on fait? C'est-à-dire, là, c'est une vraie question qu'on ne s'est pas complètement posée à ce moment-là, parce que, bon, ben, on s'est dit, on réenfouit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui est bon de faire? Et comment le faire? C'est-à-dire que ça, est-ce qu'on a un ossuaire? Parce que ces corps-là, ils peuvent raconter des choses scientifiquement aujourd'hui, en prélèvement ADN, parce que, par exemple, ben, pour Froberville, on a quand même des restes de peau, des poils, enfin voilà, donc on peut avoir de la recherche qui peut être continuée là-dessus, qui peut raconter aussi une histoire des origines, puisque le gène contient aussi une histoire de notre origine. Et la question de comment conserver, pourquoi conserver, est-ce qu'on veut conserver, voilà, est-ce qu'on veut réenterrer, est-ce qu'on veut exposer, voilà. Et ça, c'est les vraies questions. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on ne peut pas décider tout seul comme ça. Là, je crois qu'on n'expose plus d'objets comme ça. La doctrine a changé. La doctrine a changé. Oui, il est heureusement d'exposer. Mais il y a bien cette question de se dire, si on transfère dans un musée, c'est pourquoi faire? Pourquoi faire aujourd'hui? Dire voilà, c'est est-ce que et du coup, est-ce que le public peut avoir accès à ça? Pourquoi? Enfin, il faut vraiment se poser la question du pourquoi et du comment, voilà, et de la relation au corps, parce que à La Réunion, vous êtes dans ce contexte où la relation au corps, elle est extrêmement importante, la relation à l'ancêtre, elle est extrêmement importante, quelles que soient les religions, et là, c'est un bout de votre famille qui est là, quoi, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a un ossuaire? Est-ce qu'on enterre? Quelle relation presque sacrée on va aussi poser là-dedans? Voilà, est-ce qu'il faut en poser une? Il y a des questions pour moi un peu d'éthique, de méthode, et des questions aussi locales, c'est-à-dire localement, notre relation au corps, elle n'est pas la même qu'en Europe, elle n'est pas la même qu'en Afrique, elle n'est pas la même qu'en Madagascar, elle est sans doute un mélange aussi de ça, un peu, mais ça pose vraiment la question de comment on fait ici aujourd'hui, quoi. Alors, les exemples qu'on a déjà, parce que la Réunion n'est pas la première, c'est la Vénus Hottentote. Oui. Je crois que la communauté qui l'a récupérée l'a brûlée dans le cadre de son rite, quoi, hein. Ce qui va se faire en Guyane, ça va un peu dans ce sens-là. Oui. Mais pour les crânes sac à lave, Clara Boyer-Rossol me disait que ça sera rendu aux descendants, mais pas à l'institution, pour que ce soit les descendants qui les prennent à La Réunion, qui peut recevoir
un musée, a priori, ça serait pas dans l'ordre des choses, ça serait plutôt une communauté, mais maintenant, pour réussir à définir cette communauté, laquelle? Oui, mais moi, la question, c'est ça, en fait, sur laquelle il faut pouvoir débattre, c'est-à-dire la question de qui reçoit. Voilà. Alors, il ne faut pas exclure les musées, il ne faut pas exclure les communautés, il ne faut pas... Voilà, mais comment construire quelque chose, comment construire un socle commun autour de ça, voilà, qui tienne compte à la fois des demandes de chacun, voilà, et aussi d'un contexte qui est que ces corps-là, ils vont encore nous parler. C'est-à-dire qu'il faut aussi pouvoir mener une recherche qui va aller peut-être, comme vous disiez, jusqu'à l'identification, jusqu'à la famille, voilà. Et tant qu'on n'a pas identifié ça, on n'a pas fait tout le chemin. Voilà. Et avant de décider quoi que ce soit. Donc il y a d'abord, je pense, cette nécessité de se dire on doit être au clair avec les origines, avec la famille, avec qu'est-ce qu'on peut reconstituer du récit historique. Et une fois qu'on a fait ce chemin-là, de dire voilà, maintenant, où, quand, pourquoi, comment, voilà. C'est sur ce chemin que va intervenir l'historien. Et les historiens. Vous voyez comment, communauté d'historiens, pour aider à aller sur ce chemin-là qui rappelle de la restitution. Moi, sur Saint-Denis, en fait, c'est un travail que j'ai déjà commencé depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on a déjà, en fait, on étudie déjà des trajectoires d'esclaves, des trajectoires de vie. Voilà, Mérancienne, Toinette, etc. Et le prisme d'entrée, paradoxalement, c'est que pour rentrer dans la généalogie d'esclaves, il faut rentrer dans la généalogie du maître. C'est-à-dire que si on ne fait pas, par exemple, la généalogie des loris, on ne peut pas comprendre le schéma d'installation dans le territoire, des origines, etc. Donc, il y a ce process-là à faire aussi également. Voilà. Donc, moi, c'est un travail que je fais actuellement, c'est-à-dire de reconstituer des généalogies qui me permettent de lire les propriétés, voilà, de façon plus fine, et après travailler sur, effectivement, la descendance, le lien avec le territoire. Ça, c'est plus difficile parce que forcément, vous n'allez pas tomber sur des gens qui sont directement descendants d'esclaves, voilà. Mais globalement, à Saint-Denis, parce qu'on a ce facteur un peu de permanence dans le territoire, quand même, on risque beaucoup de trouver des gars qui sont esclaves chez les loris. Voilà, ça revient. Voilà. Alors, on a les mêmes identités, loris, Pitel, voilà, qui sont dans ces groupes-là et qui sont un peu qui vont permettre aussi de lire ce transit-là, c'est-à-dire le passage de l'abolition à l'engagisme, et où on a effectivement des traites négrières qui vont continuer, c'est-à-dire après 1848, on peut même prendre la date d'installation de la statue de Maïla Baudet, 1856. Là, vous avez un redémarrage des traites négrières à Saint-Denis. Virginie Chailloux qui a travaillé là-dessus. Elle montre en fait que qu'il y a une traite africaine déguisée en engagisme, qui va redémarrer, qui va continuer, qui va faire de Saint-Denis un nouveau lieu de traite négrière, un nouveau port en fait négrier, alors que l'abolition est proclamée, alors qu'on est en période engagiste, voilà, et avec. Alors en fait, le dispositif va être dénoncé dans la Seconde République en disant non, là on peut plus faire ça aujourd'hui, on peut plus aller capturer des esclaves, des gens qui sont libres, ils sont plus esclaves mais qui sont libres, et les ramener à la Réunion sous forme d'engagisme déguisé. C'est quelque chose qui va être l'administration coloniale va en prendre conscience très rapidement. Voilà, dans la conquête de Madagascar peut-être non. Alors non, on n'est même pas dans ça. Disons que dans cette période-là, on aura machin, mais vraiment on est dans cette période de cette dizaine d'années après l'abolition où on cherche encore une solution qui va permettre de remplacer la main d'œuvre, et on se dit que finalement reprendre les routes de l'esclavage, voilà, et faire amener des gens ici dont on va déguiser les identités, les contrats, etc. Et personne ne les demandera. De toute façon, le gars qui arrive ici ne parle pas français, il ne parle pas réunionnais. Donc, du coup, quand on l'interroge sur ses origines, si le gouvernement local, lui, ne s'intéresse pas à un moment donné aux bateaux, etc., en disant quand même, c'est un peu bizarre, le registre de bateaux, voilà, qui s'équivaut aux passagers, etc. Et pour comprendre que là, il y a une arnaque, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Voilà, on n'aurait pas découvert le pot aux roses. Donc, donc c'est ce mécanisme de connexion avec l'Afrique. On s'aperçoit que dans cette question des traites négrières,
il y a eu une période importante, voilà, qu'on estimait avant 1817, mais on s'aperçoit en fait qu'il y a encore des traites négrières qui arrivent après l'interdiction des traites, après l'abolition, voilà, et qui sont constitutifs du paysage de la population de Saint-Denis aujourd'hui. Voilà. Clara Boyer-Rossol évoquait des prélèvements jusqu'à dans les années 1860 à l'hôpital de travailleurs malgaches qui peuvent être dans ce cadre-là de ces traites. Là, on est sur là, effectivement, sur 1860, on est en plein dans l'engagisme et on sait que on a des travailleurs qui arrivent de Madagascar qui font partie des toutes premières vagues d'engagés qui vont arriver ici, enfin des premières vagues d'engagés où on teste un peu le dispositif. Il faudra attendre le début XXe siècle pour qu'on ait vraiment cette espèce de migration extrêmement importante d'Antandroy, mais cette migration elle est visible notamment par les dessins que font Roussin, c'est-à-dire que il se retrouve à une espèce de... Il y avait un étudiant qui avait employé ce terme-là, je trouvais intéressant, c'était une espèce de voyage à l'envers, c'est-à-dire que en fait il est ici, c'est les gens qui arrivent, quoi, et il est connecté au monde comme ça, donc il a Madagascar, il a l'Asie, il a l'Inde, etc., qui débarquent dans le territoire. C'est la même chose pour Charnay. Quand il est ici, il part à Madagascar, il ne peut pas arriver à Madagascar, il se retrouve ici, mais voilà, c'est une espèce de... C'est le concept un peu de qu'amènera Marius Harry-Leblond, c'est le jardin des races. Ouais. Voilà, et en fait, vous êtes sur un territoire où, dans les années 1880, un Réunionnais sur 3 est étranger complètement à la colonie. C'est-à-dire qu'il est né ailleurs, il est arrivé en tant que travailleur engagé, voilà. Un Réunionnais sur 3 est descendant d'un esclave libéré en 1848 ou est un esclave libéré en 1848, et un Réunionnais sur 3 descend de la population dite des libres. Voilà. Donc on est à peu près dans des ratios voilà, où on a 60 000 immigrants, 72 000 esclaves libérés, 45 000 blancs à libre de couleur. Voilà. Donc on est sur des ratios un peu comme ça, qui fait que la notion d'étranger, elle est très présente, elle est très forte dans le territoire à ce moment-là. Voilà. Donc, effectivement, vous avez des peuples qui arrivent de partout, et presque la mission scientifique, elle est ici. Elle n'a plus besoin d'être ailleurs, parce que les peuples sont ici, et effectivement, on peut permettre, en tout cas, peut-être autoriser ces prélèvements à ce moment-là, dans l'administration coloniale à cette époque-là. Il y a des enquêtes qui pourraient être faites dessus, enfin des enquêtes, j'exagère parce que on n'est plus dans le judiciaire, mais donc des études sur qui organisait ça et comment, quoi. Oui, parce que en fait on sait par exemple sur les bateaux de traite, on a les registres d'arrivée, on a les registres, pas tout, mais en tout cas partiellement, en tout cas on arrive à les reconstituer, c'est assez fin, donc on a ce mécanisme-là, on a des registres de recensement qui vont redémarrer un petit peu après, ou qui sont plus fins que ceux d'avant, voilà, et qui font que entre le début XXe siècle et les années 30, on va encore avoir du recensement de population. Et puis on a des registres spécifiques, par exemple pour les Antandroy du début XXe siècle, on a aux archives départementales un registre qui s'appelle le registre des Cafres nouveaux. Voilà, donc, et dans lequel sont recensés essentiellement des Malgaches, quelques Comoriens, mais essentiellement, très majoritairement des Malgaches, des Antandroy, et dedans vous avez une note du secrétaire qui était et qui dit il arrête de tenir le registre parce qu'en fait on ne le paye plus. Voilà, donc on a supprimé la prime en fait qui touchait pour maintenir la tenue des registres, et donc il arrête. Mais on a un registre extrêmement important organisé par convoi, et on a 4 bateaux, voilà, et on est à peu près sur 2000 individus comme ça qui sont recensables, dont on a les noms, les prénoms, les âges, la composition des familles. Voilà, donc on peut faire du lien, avec les origines. Ça reste complexe, mais on peut faire du lien avec les origines. Quand je parlais d'enquête, c'était plus vicieux encore comme question. C'était les gens qui ont organisé ça. Il y a peut-être des directeurs d'hôpital qu'on a honorés aujourd'hui, qui ont leur nom partout, et qui ont en fait organisé un Mais parce que vous avez des étudiants qui font leur thèse de médecine à ce moment-là, à La Réunion, à partir de ça. C'est-à-dire qu'on l'a vu pour le Lazaret, par exemple, dans les années 1860, on a des étudiants en médecine qui viennent et qui étudient les maladies tropicales, et qui font leur thèse de médecine ici, qui ne vont pas la passer ici, mais qui font leur recherche, en tout cas scientifique ici. Voilà, qui écrivent des articles ici sur certaines maladies épidémiques.
Voilà, donc la variole par exemple, on a un médecin qui étudie les cas de variole qui arrivent au Lazaret, voilà, et qui fait un article scientifique autour de ça. Voilà, donc on peut descendre un peu plus sur cette composition, voilà, qui est à l'hôpital, qui gère ça, qui commande, qui est à la morgue, puisque c'est aussi la morgue qui gère ça. Donc voilà, donc il y a tout ce volet-là, effectivement, qu'on peut explorer. D'accord. Et pour finir, c'est Éric Alandroit qui proposait que, en effet, les crânes, c'est pas exposable. En revanche, les bustes, et à plus forte raison, les lithographies reproduisant les bustes, pourraient être exposées. Oui. Dans quel lieu ça peut se faire? Pour l'instant, il n'y a que le musée de Villèle. Est-ce que c'est le mieux à même de récupérer ces choses-là? Donc, oui. En fait, il faut... Voilà, je pense qu'il ne faut pas se limiter à un lieu. Voilà, c'est-à-dire que comme aujourd'hui on a les moyens de reproduire des bustes, de leur redonner sans doute, voilà, pour la symbolique, par exemple, pour un groupe d'esclaves de la famille des Laurie, qui soient réinstallés dans un quartier dont leurs ancêtres ont marqué le territoire, ça a aussi du sens, voilà. Mais on arrive aussi aujourd'hui à faire des résines, à faire des bronzes, à faire des copies numériques qui sont, et qui permettent de proposer des installations publiques, voilà. Il y a sans doute aussi un volet peut-être mémoriel qu'il faut ouvrir sur l'art, qui est important parce que ça transcende aussi des fois le débat, c'est-à-dire que ça amène aussi le regard à se poser un peu autrement. Les bustes, par exemple, qui sont installés à la Chapelle Pointue, on est bien sur quelque chose qui est intéressant parce que il y a une incarnation, au sens premier, c'est-à-dire on voit un visage qui raconte, qui dit l'esclavage. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Oui, ça, c'est intéressant. À la limite, sans vouloir être provocateur, on a enlevé et déplacé la statue de la Bourdonnais. Peut-être qu'il pourrait y avoir à la place... Symboliquement, symboliquement un buste. Voilà. Mais ce que je trouve quand même important, moi, c'est vraiment d'être complet sur ce truc-là. C'est-à-dire, comme on a quand même les prénoms européens qui ont été donnés, ou africains, makois, malgaches, etc., il y a ce boulot à faire. D'abord de chemin vers la généalogie, vers l'histoire du personnage, pour que on soit solide vis-à-vis de la fonction mémorielle qu'on veut donner en fait au buste après, quoi. Voilà. Le buste lui-même, il est déjà extrêmement important en termes de sens, en termes d'histoire. Il faut qu'on soit aussi à la hauteur de ça, quoi. Il faut qu'on soit dans le même niveau de challenge, quoi, qui nous est donné par la question de la mémoire sur ce point-là. Bien, Laurent Ouareau, merci. Merci à vous. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.